Bonjour à tous. Alors, petite vidéo pour terminer, pour clore le chapitre C3, bilan d'entropie, deuxième principe bilan d'entropie. Alors, les derniers paragraphes concernent donc l'entropie d'une phase condensée indilatable et incompressible. La seule chose que vous devez retenir, qui est très importante, c'est que l'entropie, comme c'est écrit sur le poly, ne dépend que de la température. Hop, on va. L'entropie d'une phase condensée, pardon, ne dépend que de la température. Alors, l'expression, l'exemple, c'est plutôt... alors, je vais mettre quand même à retenir, parce que on peut vous demander de connaître cette expression. Donc, je l'encadre, je l'ai mis comme exemple, mais je préfère que vous l'appreniez à connaître. Le fait que l'entropie dépend de la capacité thermique molaire et soit proportionnelle à ln de t. À une constante près, qui est à une entropie près qui dépend de la température à laquelle, la température à laquelle vous travaillez. Pour une température T0, on associe une entropie molaire SM0. En ce qui concerne maintenant l'entropie d'un système diphasé. Là, c'était l'entropie d'une phase condensée, maintenant un système diphasé. C'est-à-dire, vous avez une partie du système qui est à l'état, par exemple, vapeur, une partie du système qui est à l'état liquide, par exemple. C'est surtout ça qu'on va effectuer. Alors, donc, si je fais un schéma, vous avez donc système diphasé. Diphasé, vous avez une partie liquide, une partie vapeur pour le système. Donc, l'entropie de l'ensemble, eh bien, ça va être la masse du système total fois l'entropie massique du système à la température T à la pression P. J'ai oublié de préciser, on est à T et à P, les deux étant liés parce que le système est diphasé. Alors si on exprime, en fait ici on a une certaine masse de liquide ml, à laquelle vous pouvez associer l'entropie massique S liquide à la température T, je vais mettre à la pression P, mais bon, je pourrais ne mettre que la température T, étant donné que la pression est directement liée. Vous devez ajouter la masse de vapeur et multiplier donc par l'entropie de la phase vapeur, l'entropie massique de la phase vapeur, comme j'ai écrit T et P. Voilà. Ensuite, maintenant, donc ça, pardon, je n'ai même pas resitué, cette règle de moment va vous servir dans un diagramme, par exemple, diagramme TS, que vous avez à traiter en exercice déjà. Diagramme TS, où vous avez la température en ordonnée et souvent l'entropie massique en abscisse. Donc là, l'idée, c'est de déterminer à partir des entropies massiques de la phase liquide et de la phase vapeur, de déterminer l'entropie massique du système. Donc là, S, je l'isole ici. C'est rien d'autre que la masse de liquide sur la masse totale, donc sur ml plus m vapeur, fois S liquide. Je ne rajoute pas tous les indices, plus la masse de vapeur, fois sur la masse totale, ml plus mv, fois l'entropie massique de la phase vapeur. Or, eh bien, ceci, on peut dire par exemple, là, si je prends celui-ci, c'est le titre massique en liquide. Alors, souvent on le note W pour vous distinguer du titre molaire, mais bon, je l'appelle comme ceci. Et ici, ceci, c'est le titre massique en vapeur. Et donc, on sait que l'intégralité du système est sous la forme soit liquide, soit vapeur. Donc, on a la somme 1 plus, XV plus XL égale 1. On en déduit, donc, par exemple, si on isole X vapeur, eh bien, on peut exprimer
S moins S liquide sur S vapeur moins S liquide. Et de même, on en déduit et X liquide, S moins S vapeur sur S liquide moins S vapeur. Alors, comme moyen mémotechnique, je vous l'avais déjà dit en classe, quand on l'avait démontré, si on cherche le V, vous avez le L et le L en dernier, si on peut dire. Et là, pareil, si vous cherchez le L, vous avez le V et le V en dernier. Voilà pour ça. Et donc ça, vous pouvez l'utiliser dans un diagramme donc anthropique. Je vous précise, ça c'était un diagramme. Moi, je l'ai déjà écrit au-dessus, pardon, diagramme TS, voilà. Voilà pour ça. Et dernier point, dernier point du chapitre, lien entre l'enthalpie de changement d'état et l'entropie de changement d'état. Alors, on réalise les transformations suivantes. Le système est en contact avec le milieu extérieur à la température T0, la pression P0. Donc, la transformation que subit le système, si la pression et la température sont constantes, la température du milieu extérieur, ça veut dire que la température, le système subit une transformation donc en contact, je vais le préciser, hop, ici, comme ceci. Étant donné que là, le milieu extérieur est à température T0 et P0, on peut dire que la transformation est monotherme ou monobar, mais comme il y a le contact, la transformation va être isotherme et isobar, imposée par la température de l'extérieur et la pression de l'extérieur. Et comme vous avez un changement d'état, alors ça, effectivement, c'est la nouveauté. Le changement d'état va être une transformation réversible. En fait, si vous modifiez comme les paramètres de façon infime les paramètres du système, eh bien, le système va repasser par les états par lesquels il était passé dans le sens inverse de la transformation, et donc vous avez une transformation réversible. Évidemment, s'il n'y a pas de transfert thermique vers l'extérieur, si on considère transformation adiabatique, eh bien, vous avez une transformation réversible. On peut le voir aussi parce que tous les équilibres sont respectés, équilibre thermique, équilibre dynamique et équilibre de diffusion. Équilibres sont respectés. En fait, vous imaginez, si je reprends au-dessus ici, vous imaginez que vous êtes ici une certaine fraction du système à état liquide, une certaine fraction du système à état vapeur, et on peut passer, le système peut voir sa quantité de vapeur, son titre massique en vapeur ou en liquide augmenter, comme on l'a vu dans le changement d'état sur le SF6, l'hexafluorure de soufre, je pense que vous vous souvenez, quand c'était le passage au fluide supercritique. Mais sans aller jusque-là, vous avez, lors d'un changement d'état, une transformation réversible. Si on applique le premier principe au système, on va insérer une page. Hop. Donc, peut-être que même déjà une page, je vais écrire. En appliquant le second principe au système, ça serait peut-être plus simple comme ça. Alors, delta, hop. Donc, on va le faire sur une transformation infinitésimale, donc ds égale. Je vais réécrire tout parce que ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas vu le cours. Alors, donc, vous avez la quantité infinitésimale d'entropie créée plus la quantité infinitésimale d'entropie échangée par le système. Si là, on considère que la transformation est réversible, la quantité infinitésimale d'entropie créée égale à 0, CF réversible. Quant à la quantité infinitésimale d'entropie échangée, eh bien, elle est égale à delta Q, donc la chaleur infinitésimale reçue par le système, divisée par la température de surface du système. Or, le système est en train de subir un changement d'état, et surtout, la transformation est monobar. Donc, si on applique le premier principe appliqué à une transformation monobar, appliqué au système,
transfo monobar sans autre travail que celui des forces de pression, vous avez delta H égale Q. Je mets quand même sans autre travail que celui des forces de pression, les forces pressantes, delta H égale Q. Alors, pourquoi j'ai écrit delta H égale Q? C'est pas une très bonne idée, d'autant plus que parce que je suis en train d'écrire sous une transformation infinitésimale. Donc dH, la variation infinitésimale d'enthalpie, est égale à la quantité infinitésimale de chaleur reçue par le système, dH égale delta Q. On en déduit donc, je réinjecte ici, j'en déduis donc que ds est égal à la variation d'enthalpie, le dH du changement d'état, sur la température de changement d'état. Je peux généraliser delta S, changement d'état, delta S VAP par exemple. Enfin, c'est pas une généralisation, enfin, si je fais un exemple, ds, eh bien, c'est delta H VAP sur T VAP. C'est ça que ça veut dire. On peut déterminer comme ça, faire le lien entre l'entropie de changement d'état et l'enthalpie de changement d'état. Et on va conclure. Alors, on peut peut-être écrire aussi, hop, je note ici, si vous avez des grandeurs massiques, eh bien, vous avez delta S, non, pardon, delta H sur T, VAP sur T VAP. Et pareil, si vous avez des grandeurs molaires, eh bien, vous avez le rapport avec la grandeur molaire. Il y a entre désordre moléculaire et apport d'énergie. Alors, si on écrit par exemple l'enthalpie de vaporisation, ou l'enthalpie de fusion, peu importe, delta H sur T VAP, le système reçoit de l'énergie effectivement pour effectuer le changement d'état de vaporisation. L'enthalpie, la variation d'enthalpie du système est positive. La phase ordonnée, la phase vapeur est moins ordonnée que la phase liquide. Donc on peut dire le désordre, entre guillemets, le désordre augmente. Hop. Le désordre augmente. Donc c'est pour ça que c'est assez facile, enfin, ça nous donne une bonne idée de représentation de l'entropie, de se dire que c'est une mesure du désordre, si on peut dire, du nombre de micro-états accessibles pour un macro-état. Alors, je vous conseille, je vais la mettre en avant, une vidéo que j'ai faite l'an passé, et que je referai exactement la même si je devais la refaire, concernant donc l'entropie statistique, le lien avec le nombre donc de micro-états correspondant à un macro-état. Micro-états étant les états que l'on voit, que l'on est capable de distinguer à l'état microscopique. Alors qu'un macro-état, eh bien c'est ce qu'on voit, nous, ce qu'on observe, on dit bah, il y a du gaz là ou il n'y en a pas. Par contre, les molécules, si on plonge plus précisément dans la matière, on va pouvoir identifier et dire ah, cette molécule est là, dans cet état, tandis que cette molécule ou cet atome est là, dans un état différent. Donc on pourra distinguer des micro-états. Donc ça, je vous laisse, je vais la mettre, elle sera mise en avant, cette vidéo sur l'entropie statistique. Ce n'est pas obligatoire. Par contre, je pense que c'est quand même intéressant de la regarder au moins une fois, alors pas forcément de suivre, d'avoir quelque chose d'aussi, d'être aussi concentré que pour un cours obligatoire, mais ça permet de comprendre en fait beaucoup mieux ce que c'est que l'entropie. Voilà, alors donc voilà la fin de ce chapitre. Je vous envoie vous allez recevoir les corrigés du chapitre C2 et C3. Et voilà, donc on se retrouve ensuite pour le chapitre concernant les acides et les bases.